Allez, on est reparti sur cette introduction Docker avec maintenant la partie pratique, puisque c'est vrai que la première partie, Kevin, était très bien, de mon point de vue. Mais c'est vrai que du coup, les participants étaient beaucoup en position attentive. Ils l'ont été, on les remercie, mais maintenant ils ont envie de passer à l'action. Ouais. Voilà. Hein, c'est comme ça à l'ETNA, on aime bien passer à la pratique rapidement. Du coup, on poursuit sous ta direction, bien sûr. Je laisse Mhm. le micro au milieu pour que les gens Se puissent poser s'en des saisir questions, ouais. s'ils ont des questions. Là, il y aura beaucoup plus d'interaction, donc il y aura certainement plus de nécessité de se passer le micro. Donc soyez attentifs si on veut entendre ce que vous dites, Mhm. car il n'y a pas de mauvaises questions, Oui. il n'y a pas de petites questions, Si. il n'y a que des questions de taille normale. Je ne suis Allez, point d'accord. c'est parti, je pose le micro. Ok. Du coup, comme je vous l'ai dit, on passe à la mise en pratique. Vous allez avoir dans un premier temps 3 exos. On verra comment vous vous débrouillez sur ces 3 exos-là. Une fois que vous les aurez finis, potentiellement j'en ai 3 autres à vous donner, un peu plus compliqués. On va faire exo par exo. Ce que je vous propose, c'est que à chaque fois que je vous donne l'énoncé, vous essayez de le faire. Ensuite, on passe à la correction ensemble. Donc le premier exo, c'est quoi? C'est de créer une image Docker basée sur du Debian et réussir à s'y connecter. D'accord? Vous avez les étapes référencées dans le fichier que je vous ai envoyé. C'est donc créer un fichier nommé Dockerfile. Dans ce Dockerfile, on écrit les instructions pour utiliser une image Debian, préinstaller un outil de base, peu importe lequel, ça peut être Python, ça peut être Figlet, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, utiliser en fait les commandes donc Docker build et Docker run pour construire notre image et exécuter notre conteneur, d'accord. Et je vous demande de vous y connecter de 2 manières. La première avec -it qui vous en fait ouvre le conteneur en permanence, d'accord. Si vous faites la bonne commande dans le Dockerfile. Sinon avec le Docker exec, les deux sont valides. Ok, c'est soit l'un soit l'autre. Ok, c'est bon pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais plus si l'environnement c'est obligatoire dans le Dockerfile. Non, en fait, dans ton Dockerfile, tu n'auras pas forcément d'environnement. Et d'ailleurs, dans le Dockerfile, tu ne déclares pas d'environnement. C'est soit avec la commande Docker run que tu peux préciser ton env, soit via fichier, soit directement via le CLI, soit dans ton Docker Compose où là, tu déclares ton environnement. Donc tu peux le faire, mais quand tu vas créer ton image dans ton Dockerfile, s'il ne trouve pas l'image en local, il va la télécharger. Ouais. Quand vous faites en fait un Docker build, à chaque fois qu'il ne trouve pas une image en local que vous avez référencée avec le from, il va aller quoi qu'il se passe la pull automatiquement. Et du coup, c'est pareil, c'est grâce à ça c'est pour ça que je vous dis de bien supprimer les images qui ne servent plus à rien. Parce que, imaginons, vous faites un from, il a besoin de cette image-là pour pouvoir se baser dessus. D'accord? Mais après, vous n'utilisez plus votre image, il faudra bien penser à supprimer et votre image et l'image qui a été pull que vous ne vous servez plus du coup. Tu peux me rappeler le flag day, il sert à quoi déjà? Le -d, ça sert à le lancer en background. Mais du coup, toi, là, en l'occurrence, dans l'exercice 1, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu as, si tu te souviens bien, tiens, regarde l'écran. Hop, je vais revenir dessus. Voilà. Hop. Dedans, tu vas avoir... Hop. Hop. On va passer dessus. Désolé, je prends un peu de temps. Hop. Tu vas avoir ta commande qui est le... Voilà. Tu as Docker exec qui te permet d'exécuter une commande dans un conteneur en cours d'exécution. Et là, tu vois ce que je fais dans mon exemple, ici, là. C'est je fais un Docker exec-it qui sert en fait à le lancer en cours, okay, en fait à l'ouvrir et à le rendre disponible, mon conteneur. Et je fais un exec/bin bash pour lancer mon conteneur sur du bash, pour exécuter en fait mon bash. Et le -it, c'est pour le laisser ouvert. Donc toi, en l'occurrence, là, c'est à peu près ce que tu dois faire. Et quand on fait notre Docker run, on est obligé de parler de Nginx ou il y a un Ah non, pas serveur du qui tout. est déjà... Là, moi, c'est mon Nginx, c'est juste l'image que j'utilise. Il faut qu'on sélectionne un serveur ou il y en a déjà de base? Non, là, moi, ce que je te demande dans l'exo, si tu reviens dessus, c'est d'installer un Debian. Okay. Tu vois, Debian officiel et installer quelques outils de base. Là, ce que je te demande, c'est de prendre une image Debian, dessus d'installer, par exemple, Figlet,
Python, Git ou ce que tu veux. Et derrière, une fois que tu as fait ça, en fait, de le rendre, d'y accéder depuis en dehors de ton conteneur. Et pour ça, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, c'est simplement tu fais cmd bash pour dire que tu exécutes en fait le bash et tu runs ton conteneur. Ou alors tu le run. Dans le Dockerfile. Ouais, c'est ça, tu fais cmd bash. Soit tu fais ça et du coup, en fait, tu fais juste un docker run-it, d'accord, ton image. Soit tu le fais pas et du coup, en fait, tu vas faire un docker exec, le nom de ton conteneur, / bin bash pour dire que tu lances le bash. Ok? Exactement comme l'exemple qu'on a ici. Ok? D'ailleurs, je vais vous le laisser afficher pour que ce soit un peu plus simple. Ouais, c'est bon? Bravo. Pourquoi t'as fait un volume? Volume. Là. J'avais mis tout à l'heure. Et pourquoi t'as exposé le port alors que t'en as pas besoin? Ouais, tout ça. Ou alors est-ce que t'en as besoin, peut-être? Pose-toi les bonnes questions, Mohamed. Ok, pour tous ceux qui ouvrent les ports, qui font des volumes, sur le premier exo, vous n'en avez pas du tout besoin. Qu'on soit bien d'accord, les volumes, c'est pour stocker des données persistantes que vous voulez garder. En l'occurrence, il n'y en a pas. À moins que vous me dites que vous avez créé un fichier et que vous voulez garder le fichier, etc. Là, ok, ça peut être stylé. Soit, et exposer les ports, c'est parce que vous voulez vous y connecter depuis l'extérieur du conteneur. Sauf que là, moi, ce que je vous demande, c'est de vous y connecter soit avec un IT, soit avec un exec. Donc, c'est directement de la communication interconteneur. Donc là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte. OK? Mais pour le run, Ouais. on est bien d'accord qu'il faut exposer un port. Pour le run? Non? Là, tu fais docker run, le nom de ton image, -it si tu veux que ça soit interactif. Montre-moi. Moi, je l'ai mis sur un port. Alors là, passe à la correction maintenant. Même sur Bluetooth, ça marche pas. Hein. C'est juste. Ouais, bah c'est peut-être un. Tu sais, c'est des packages potentiels à rajouter aussi. Ok. On peut essayer de se faire. Oh, super. Hop, laissez-moi 2 petites secondes. Du coup, pour vous montrer. Hop, forcément, je l'ai mis sur l'écran là. Très très chiant. Ok, du coup, si on regarde, du coup, les Zo1 consistaient simplement à faire une Debian et à arriver à se connecter dessus. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un from, je vais lui dire Debian la test. Attention, alors, s'il vous plaît, là, pour les tests en local, c'est pas grave d'utiliser un latest. Par contre, par la suite, n'utilisez jamais de latest. Ok? Pourquoi? Une nouvelle version de Python qui sort, une nouvelle version de Node.js, une nouvelle version de Debian, ce que vous faisiez avant, et des precated sur la nouvelle version, vous exécutez, ça ne fonctionne plus. Donc vous prenez la même version que votre code en local si vous en avez un, et sinon vous définissez une version de code et vous la gardez. D'accord? Par exemple, Python 3.6, je garde Python 3.6. Debian 10, je garde Debian 10, ainsi de suite. Okay? Quand vous faites des petits tests comme ça, c'est pas grave de faire un latest, mais sinon vous ne mettez jamais la test. Okay? Derrière, ici, donc là, en fait, je mets à jour mes packages avec la commande run pour exécuter en local dans mon conteneur au moment de son lancement. Je fais un pt install-y, d'accord, et je lui donne vim curl wget et git. Okay. Derrière, je fais une commande par défaut qui est bash, okay, qui m'ouvre le bash. Okay. Si j'essaye d'exécuter, donc là, si on regarde mon script, très simple, je vais juste prendre ça, je vais faire, hop, mettre ici. Laisse-moi un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez bien ici? Ok. Ici, si je fais du coup ça, hop, donc là, on reprend ma commande, docker build, -t pour lui donner un tag, je la nomme Debian basique, ok. J'aurais pu l'appeler autrement, d'ailleurs moi là, je vais l'appeler Debian-collabs, ok. Et là, je vais lui mettre un 2 points, moi c'est ma dernière version, donc c'est la première version que je fais, donc je vais l'appeler V1. Si je l'exécute, merci beaucoup.
Du coup, si je l'exécute, on voit que ça build. Derrière, il nous donne plein d'infos, ok, qui sont très utiles. D'abord, il nous dit qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il nous dit, je load depuis le Dockerfile. Je vois que je dois aller récupérer Debian la test, d'accord? Tout ça, ça vous sert à debug. Donc là, il vous dit, bah ok, je suis allé chercher Debian la test. Et là, on voit qu'il se rend compte qu'il ne l'a pas en local, d'accord, internal. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va aller chercher le contexte. Donc là, en fait, il la télécharge, tout simplement. Ok? Derrière, on va voir qu'au fur et à mesure, il va installer tout ce que j'ai besoin de lui installer. Donc là, c'est l'étape vraiment 1 sur 2. Hein. C'est vraiment le from docker.io library Debian la test, okay, qu'il est en train d'installer. Forcément, vu que j'ai une connexion de poney, ça ne va pas aller plus vite. On est à 7 MB sur 49 et ça galère. Après, une fois que vous avez fait ça, je vais juste vous montrer. Derrière, je vais faire un docker run-it, d'accord? Et encore une fois, le nom de mon image, ok? Bien entendu, si j'ai la test ou quelque chose comme ça, je fais un -v1, ok? C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris là-dedans? A priori, cette exo-là est plutôt simple. Merci. C'est bon pour tout le monde? Si je mets le même tag, ça remplace... Oui, si tu mets le même tag, ça remplace l'ancien. Si tu rebuilds. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, sur le premier exo? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ok, on va passer au troisième exo, pardon. Il est où? Excusez-moi. Hop, parfait. Il est là. Forcément. Hop. Je vous le mets juste ici. On passe à l'exo 3. Du coup, dans l'exo 3, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'exo 2, excusez-moi. Là, je vous demande de créer une image avec une petite application. D'accord? Je vous demande de créer une image contenant une petite application Python. Alors, vous avez plusieurs moyens de la faire, celle-là. Vous avez soit le fait de prendre une image Debian ou Ubuntu et d'installer Python dessus, soit de prendre directement l'image de Python. Ça vaut de voir. Okay, une fois que c'est fait, donc dans ce Docker, ça vous le faites dans un Dockerfile, vous écrivez les instructions, vous allez copier le code de Python, d'accord? Vous copiez un petit code Python. Si vous préférez JS, vous pouvez faire du JS, ok? Ça n'a aucune importance. Vous allez copier ce petit bout de code et vous allez le mettre dans votre image, ok? Et vous allez l'exécuter avec soit un entry point, soit un CMD, ok? De préférence un entry point. Ensuite, forcément, il vous faut la.py qui correspond à votre petite application, ok? Et vous allez lancer simplement votre conteneur. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc on va laisser lancer un script depuis... Ouais, c'est ça. Vous lancez un script depuis Docker en installant du coup soit Python directement, soit Ubuntu et vous installez Python dedans. Ok, okay. C'est bon pour tout le monde ça? Ouais. Ok, nickel. Oui. Comment la commande déjà pour Docker run-it? Ouais, c'est ça. C'est Docker run-it. It veut dire interactive. Interactive mode pour être plus précis. Ok. Et du coup, quand je vais l'exécuter, alors je vais te le montrer là. Quand je vais l'exécuter, tu le vois là sur l'écran. Tu fais docker run, donc là en fait tu mets tous tes tags, okay, que tu souhaites. -it veut dire interactive, -d ça veut dire en background, tu le lances en background, okay, et ensuite tu mets le nom de ton image. Okay. Si j'avais voulu préciser des ports d'accès à mon conteneur, j'aurais pu faire -p par exemple 5000, 2.5000. Ok? C'est bon pour toi? Ouais. Du coup, ma question, c'est la différence entre la commande CMD, enfin, du coup, l'instruction CMD, merci, et l'instruction entry point. Quelle est la différence, étant donné que les deux, on les met à la fin du Dockerfile? Ok. Toi, tu l'utilises comment CMD? CMD, je m'en sers comme étant la commande que le conteneur va devoir exécuter quand il va démarrer. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise entry point à la place de CMD ici? Vous utilisez tous CMD? Non? Ok, bah Fernand, pourquoi tu utilises... prends le micro et dis-nous pourquoi tu utilises entry point. Oui, c'est pertinent. Moi, l'entry point, j'utilise surtout pour tous mes Dockerfiles en fait. À chaque fois que je fais un Dockerfile. Ok, mais pourquoi utiliser entry point plutôt que CMD? Niveau sécurité. C'est parce qu'il y en a un, c'est du binaire. Et l'autre, c'est directement une commande qu'on lance à part entière. C'est lequel qui est du binaire du coup? C'est l'entry point. En fait. Exactement. C'est la seule différence notable entre les deux. En fait, CMD ouvre une commande vers l'extérieur,
Et Entry Point, en fait, te crée un binaire avec cet exécutable. C'est un peu différent. Mais dans les deux cas, ce qui est recommandé par Docker, à l'époque, c'était Entry Point. Maintenant, ils ne font plus vraiment de différence entre les deux. Tout simplement. C'est simplement que Entry Point, déjà, c'est un format un peu différent. C'est-à-dire que tu mets juste une string et tu écris tout. CMD, tu découpes dans un arrêt. Mais comme le disait Fernand, en fait, théoriquement, en termes de sécurité, c'est plus performant en Entry Point parce que ça te crée un binaire derrière. Tout simplement. Mais en soi, c'est pas... Enfin, ça reste plus sécurisé parce que quand tu es en binaire, c'est plus compliqué de faire du reverse engineering. Même si aujourd'hui, c'est assez facile, du coup, il n'y a pas de... Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'exo 1 ou c'est bon? Non. Tu sais, des fois, sous apt-get, il te dit êtes-vous sûr? Tu t'appièces. Ah oui. Et comme là, t'as pas la main. Et le docker run-it, ensuite on met l'image, enfin on met le nom. Ouais, tu mets le nom d'image que tu as créé avec le build, 2 points, le tag que tu lui as mis, si tu as mis un tag. Si tu as mis 2 points la thèse, 2 points V1, 2 points quelque chose. Ok, je vais passer voir. Kevin, une petite question aussi. Ouais. En fait, mon truc marche et j'y repense et je comprends pas pourquoi ça marche. Ok, j'arrive, on va regarder. Passe à la correction de l'exo 2. Donc dans l'exo 2, je vous demandais de créer une application Python, d'accord, un petit script Python, et de le mettre sous Docker et de l'exécuter. Donc là, très simple, moi j'ai juste fait un print hello Docker, ok, dans un app.py. À l'intérieur, je fais un Dockerfile, je lui prends une image Python moi directement, qui s'appelle Python 3.9 Slim. Pourquoi Slim? Encore une fois, parce que je veux la plus petite image possible, d'accord. Derrière, je workdir app. Alors qu'est-ce que je fais? Je définis mon répertoire de travail, ok. Et dedans, je lui dis, bah, tu vas me copier le fichier app.py et tu me le mets directement dans mon workdir app, ok. Derrière, je vais simplement faire mon cmd python app.py et c'est terminé. Ça, c'est bon pour tout le monde, ce code-là? Yes. Ok. Dans mon script, du coup, là, bah, très simple. Je vais aller build ça comme ça. Hop. C'était 2, 1. Hop. Là, il va build normalement un peu plus vite parce que j'ai changé de connexion avec un peu de chance. Apparemment pas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la build tranquillement. Et derrière, on va simplement la run en Python app. D'accord, j'ai pas besoin du -it. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai pas besoin du -it à cet endroit-là? Parce que là, tu vas juste le faire exécuter, non? Là, je veux juste faire exécuter, avoir l'output de mon exécution. D'accord? Et cet output-là, du coup, j'ai pas besoin de faire un interactif. Ok? Si je veux par contre avoir un interactif, je vais pouvoir le faire derrière. Ok? Qu'est-ce qu'il me met? Oui, il time out à cause de ma connexion. On va réessayer. Hein. Ok, ça a l'air de charger un petit peu. Ouais, ok, nickel. Ouais, j'ai lavé la canette. J'ai frotté. Ok, du coup là ça build tranquillement, voilà super. Je vais pouvoir aller en fait la run directement et quand je vais la run, on va voir que tout de suite il me fait simplement mon hello docker. Ok. Petite info, du coup là si je fais un docker ps, est-ce que je vais avoir un conteneur qui est lancé ou pas? Non, parce qu'il a fini son opération, il s'est refermé. Exactement, il a fini son opération donc il s'est refermé. Par contre dans PSA tu vas l'avoir. Par contre si je fais un ps-a, il va être là. On l'a là, ok. Est-ce que je peux rajouter un truc pour qu'il me le supprime automatiquement? Et ben, je vais pouvoir rajouter le -rm qui signifie simplement tu me le supprimes. Donc là, hello docker. Ou alors tu terraformes ton docker. Et là, du coup, il a... Oui, ça c'est celui d'avant. Du coup, c'était celui d'il y a 32 secondes. Logique. J'ai une question à ce sujet. Ouais, dis-moi. Une question, du coup, tu nous dis de régulièrement clean ce qu'on a fait Ouais. quand on a terminé avec nos images, nos conteneurs, etc. Ouais, du coup, là, Est-ce que... Moi, c'est ce que je fais actuellement.
Est-ce qu'il faut que j'aille dans chaque truc? Donc je fais PSA, Images List et je regarde ce que j'ai et je les RM ou je les RM et je les RMI une par une avec leurs ID. Ou est-ce que c'est l'intérêt de prune, c'est ça du coup? Alors, tu peux prune déjà, mais au-delà de ça, tu as une commande avec RMI, -exec, grep, quelque chose. Qui permet de. C'est une commande bash en fait qui te permet de tout supprimer. Là, c'est du bash classique. Je te l'enverrai si tu veux, mais oui, effectivement, je t'amuse pas à tout supprimer à la main. Parce que sinon, ça va être très très long. Après, théoriquement, si tu les supprimes au fur et à mesure, tu vois, ça devrait aller. Mais tu vois, là, si je fais. Je sais plus c'est quoi, on va regarder sur Google. J'ai un trou de mémoire. Mais si je fais. RM. Normalement, tu as. Voilà, c'est ça. Tu fais un RMI-F et en fait, à l'intérieur, tu lui donnes la valeur de toutes les images. Tu vois, si tu fais ça. Hop. Voilà. Ah ouais. Et du coup, là, si je fais en Docker image, j'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Docker image-AQ, ça te donne directement l'ID normalement. D'accord. Du coup, attends, je vais essayer de le relancer. Build. Avec une commande, tu as tout supprimé. Ouais, parce qu'en fait, je lui ai donné la valeur directement. Ouais, c'est ça, t'as raison. AQ, ça te donne tous les si, ID. En fait, là, j'ai un Docker image, ok. Si je fais un -AQ, en fait, ça te donne tous les ID, ok. Donc, si je crée une autre image, par exemple, là, si je fais un autre build et je l'appelle tutu, hop, il va la build aussi. Si je fais Docker image AQ, tu vois que là, il y en a deux maintenant, ok. Quand je vais vouloir les supprimer, en fait, il me suffit simplement de faire un RMI pour supprimer l'image, -F pour lui dire tu me supprimes en fait le contenu, et après je lui donne le dollar parenthèse pour lui dire bah, en fait tu me récupères la liste de toutes les images. Ok. Et donc là, si je refais ça. En fait, le dollar en bash, ça te fait une valeur à partir d'un truc. Ouais, c'est ça. parenthèse, tu mets une commande. Et là, tu vois, j'ai plus d'images. Donc il te stringify tous tes ID de Docker image. Ok. C'est bon pour toi? Et ça marche pas. C'est exactement pareil du coup avec le PS. D'accord? Tu as le PS-IQ qui fonctionne pareil. Ok? Tu veux que je t'envoie le lien? Ouais, je vous envoie le lien. Ok. Voilà. Ok, je vous propose de faire une petite pause de maximum 15 minutes. Donc on revient ici à 16h. Ça vous va? Comme ça, on peut tous faire une petite pause. Ok, du coup, on va reprendre. Donc, dans l'exercice 3, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de créer un fichier docker compose.yaml, ok, de créer une petite API simple, ok, mais vraiment très simple. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc genre super simple, de définir un service de base de données, ça peut être du PostgreSQL, ça peut être du MySQL ou autre, ok, de créer un script pour l'initialiser, ça vous n'êtes pas forcément obligé. Je vous demande simplement de, si vous pouvez le faire, c'est bien. De connecter les deux services via un réseau, de créer un volume, d'accord, de mettre en place un check, un depend zone avec une condition service ici, ok. Donc comment ça se goupille? On se souvient. Ici, je vais avoir mon service, d'accord. Je vais créer un Docker Compose. Je vais lui mettre la version, je vais lui mettre un service. Dedans, je vais lui préciser mon premier service qui est DB. Là, moi, j'utilise un Postgre, donc je dis image Postgre. Je lui donne un environnement, d'accord. Donc là, j'ai Postgre User, Postgre Password, Postgre DB. Les variables d'environnement ici dépendent vraiment de la DB que vous utilisez. Si c'est MySQL, c'est MySQL User, MySQL Root, Password et MySQL Password. Ok. Derrière, je crée un volume. Donc ça, c'est pour la persistance de données. Ensuite, je fais un API. Ici, on voit que j'ai en fait un dossier API dedans. Je vous demande de faire pareil. Okay, vous créez un dossier API, vous mettez votre app.py dedans et votre Dockerfile dedans. Okay. Qu'est-ce que je dis? Je lui dis, en fait, tu vas me build dans le dossier app.py le Dockerfile. Okay, parce que le build, en fait, ça fait référence directement à un Dockerfile. Okay, il va chercher le fichier Dockerfile. Il faut juste lui préciser dans quel dossier il doit le chercher. Je vais lui préciser port 5000. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est une API, là, il est utile pour moi d'ouvrir le port 5000 et de mapper le port 5000 de ma machine. Je vais lui préciser l'URL de connexion à ma base de données et je vais lui mettre un depend zone DB pour qu'il attende le DB. Okay, pour ceux qui auraient un script, on se souvient, pour ceux qui ont un truc, un heal shake, c'est condition, : service, ilsi. Ok.
On l'a vu tout à l'heure. Hop, moi pour le coup, j'en ai pas besoin. Derrière, je vais redéclarer mon volume ici en lui précisant que c'est bien PostgreData qui est mon volume. Ok, c'est un volume que vous donnez le nom que vous voulez, encore une fois. Ok, c'est bon pour tout le monde? Sur l'API, je vous laisse la faire, c'est très très simple. Moi ici, dans mon API, on voit que j'ai une route Hello et une route DB. Ma route DB, en fait, elle va simplement get mon environnement et essayer de m'y connecter. Okay, si je me suis bien connecté, elle me dit connect to database, sinon j'ai une exception. Okay. Petite précision, et c'est là où c'est un peu compliqué, il va falloir en fait mettre l'host 0.0.0 dedans pour en fait faire du broadcast. Okay, mais on reviendra dessus à la correction. Je vous laisse essayer de faire l'exercice. C'est bon pour tout le monde? L'exo est clair? Oui? Non? Oui. Ok, je vous laisse faire alors. Ça a été de créer une petite API avec un script DB. Donc moi, ma DB, on va regarder, c'est un script qui est collé dans le dossier DB, d'accord? Il s'appelle init.sql. Je crée une table, ok, avec un name et une value, et j'insère dans ma table tout simplement, ok? Derrière, dans le dossier app, qu'est-ce que j'ai? Alors premièrement, j'ai mon requirement.txt qui regroupe en fait l'ensemble de mes dépendances Python, ok? Sinon, pour vous, ça va être avec Node.js par exemple, c'est package.json ou autre, d'accord? Et j'ai mon app, donc qu'est-ce que je fais dedans? Très simple, je vais me connecter avec l'URL de ma base de données. Là, je ne la prends pas de l'environnement, c'est pas fou. J'aurais dû la récupérer de l'environnement. À voir, ok? Je vais juste vous montrer comment on la set. Comment on fait du coup? Ici, on précise, comme d'habitude, le user et le password, sauf que là, à l'arrobase, on va être le nom du service dans notre Docker Compose, ok? Attention, ces infos-là, toutes celles-là, c'est les informations qu'on retrouve dans l'environnement de mon Docker Compose. On va le voir juste après. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Je vais juste récupérer un élément de ma table. Okay, le premier. Encore une fois, je le mets sur le 0.0.0.0 pour le mapper et le rendre broadcast. Donc en fait, pour le rendre accessible depuis l'extérieur de mon conteneur. Okay, si on regarde mon Dockerfile, du coup, là, rien de très compliqué. Comme tout à l'heure, Python, j'ouvre mon workdir, je copie mon requirement.txt, je l'installe et ensuite je copie l'ensemble de mon code. Ensuite, je fais un flask run et sur mon host, je mets 0.0.0.0. Okay, en sachant que Flask lance par défaut sur le port 5000. Okay, derrière, ce qui nous intéresse, c'est le Docker Compose. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je crée un service, je l'appelle web, j'aurais pu le nommer API, ça ne change rien. Je vais lui dire, tu vas le build dans le dossier app. Donc là, il va aller dans le dossier app, okay, et il va aller chercher mon Dockerfile directement. Okay, derrière, je lui précise les ports. Alors moi, j'ai mis 60. Pourquoi? Parce que sur ma machine, il y avait déjà le port 5000 qui était prêt, qui était utilisé. Et 5000, pourquoi? Parce que ça, c'est encore une fois le port de mon conteneur. Donc là, je lui mets bien le port de mon conteneur, là où mon application est lancée. Là, en l'occurrence, 5000. Derrière, on voit que je fais un depend on DB pour attendre que ma DB soit lancée. Okay, et j'ai mis une condition service ici pour vérifier que ma DB soit correctement initialisée. Okay, et enfin, je vais déclarer mon environnement, donc le Flask en développement et mon URL de base de données. Okay, même si je ne l'utilise pas dans mon code, ça aurait été mieux de l'utiliser. Derrière, je déclare ma DB, donc là, pas besoin de Dockerfile. Je vais simplement aller lui préciser que je prends directement un MySQL. Je lui mets les ports 3306, ok. Et là, je crée deux volumes. Ça, c'est intéressant. Le premier, c'est un volume que moi, je crée qui s'appelle dbdata, d'accord. Alors là, /var/lib/mysql, pourquoi? Parce que j'utilise du MySQL. Si ça avait été du PostgreSQL, cette ligne-là aurait changé, ok. Il faut juste se renseigner avant de l'utiliser, ok. Ça, c'est le nom, encore une fois, que je lui donne en bas. Ici, on le voit, je l'ai déclaré, d'accord, mon volume. Volume dbdata. OK? Ça, c'est bon pour tout le monde pour le premier volume. Le second est plus intéressant. Ici, qu'est-ce que je mets? Je mets un ./db pour qu'il aille dans mon dossier db. Je lui précise init.sql pour qu'il aille chercher le fichier init.sql. Et je lui dis que c'est l'entry point de mon Docker. OK? Le Docker entry point initdb.d, c'est en fait une sorte d'exe qui va aller chercher l'init.sql et le lancer. Okay, sur votre conteneur. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer mon conteneur avec mon MySQL. Une fois qu'il sera créé, il va aller chercher le init.sql dedans et il va l'exécuter. Okay, du coup, j'aurai ma base de données correctement initialisée. Chose importante, ici, on voit que dans l'environnement, je déclare plusieurs choses. D'abord, je déclare mon root password, c'est obligatoire pour MySQL. Pour Postgre, ce n'est pas obligatoire.
Je déclare mon utilisateur, mon password et, ma database que je vais utiliser. Okay, ça, qu'est-ce qui se passe quand on utilise du coup MySQL? Il va en fait, dès le début, à la création du conteneur, en fait, vous créez la base de données qui s'appelle MyDatabase, du coup, que vous aurez référencé ici, et un utilisateur avec le password que vous aurez référencé. OK? C'est bon pour tout le monde, ça? Ces infos-là, du coup, ici, on voit que mon user, c'est test, mon password, c'est tutu, et ma base de données, c'est mydatabase. Si je vais dans app.py, on voit que c'est ce que j'ai. Test, tutu, mydatabase. OK? Pour ce qui concerne l'host, on voit qu'ici, je fais @db. Pourquoi? Parce que ici, il s'appelle db, tout en haut. D'accord? Là, il s'appelle bien db. OK? Derrière, je fais un health check. Donc, qu'est-ce que je fais? Simplement, c'est pour vérifier si le script SQL s'est bien exécuté correctement et si là, c'est bien disponible. Donc, je vais préciser d'abord comment je le teste. Donc là, cmd mysql admin ping-h localhost. Il faut savoir que ça change si j'utilise Postgre, si j'utilise MariaDB, ça change. Donc, il faudra bien changer la commande. Derrière, l'intervalle 30 secondes. Donc, 30 secondes entre chaque retry. 10 secondes de timeout. Au bout de 10 secondes, il timeout, il dit « Ok, c'est bon, je m'arrête pour un essai » et il en relance un autre. OK? Jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Ouais? T'as une question? Moi, j'ai toujours pas compris le volume. Les volumes. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans, dis-moi? Les deux. Les deux. Alors, mais surtout la deuxième, en fait. La première, tu déclares simplement un nom. OK? C'est un nom basique. OK? Et lui, il va créer en fait une sorte de fichier sur ton local que tu ne verras pas, tout simplement. OK? Et il va enregistrer en fait les données de MySQL. Et pour lui dire les données de MySQL, c'est /var /lib /mysql. Si j'avais PostgreSQL, c'est PostgreSQL /data. OK? Le second, c'est pour dire qu'au moment où il se lance, mon conteneur, il va exécuter mon script.sql. OK? Pour ça, je vais référencer le chemin de mon script.sql. D'accord? 2 points. Là, en fait, je mets la commande initdb qui veut dire tu t'initialises et tu lances le script au moment de ta création. OK? Et derrière, je reprécise init.sql pour lui dire c'est bien ce fichier-là que tu lances. Tu peux répéter, c'est quoi à partir de Docker? Ça? Docker, entry point. Ça, c'est une sorte de commande de Docker pour dire au moment où tu lances ton conteneur, tu lances le script qui va avec. Donc ça a surtout pas changé, c'est une commande propre à Docker. Voilà, c'est ça. C'est toujours la même quand tu veux inscrire. Oui? Je vais quand même prendre comme ça, il y a bien l'explication. Juste parce que tu as dit que c'est propre à Docker, j'aimerais bien juste spécifier que c'est en réalité propre à MySQL. Oui, c'est propre à MySQL. Alors, c'est propre à tous les trucs de tout ce qui SQL. Enfin, oui. Tout ce qui dépend d'SQL. Ça a été... alors, au-delà de ça, c'est genre, ouais, c'est l'initdb de MySQL classique qu'ils ont renseigné avec Docker pour les faire fonctionner avec les volumes, en gros. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, tu lui précises un script à l'initialisation de ta base de données et que ça va te créer tes tables et tout ce qu'il y a dans ton script au final. OK? Ouais. Il me semblait que les volumes, en gros, c'était le point d'ancrage de ce qu'on... Par exemple, si on veut enregistrer en local ce qu'on a fait sur notre Docker, notre volume va nous servir à ça. Oui. Mais du coup, je comprends la première... Celui-là? Ouais. Ouais. Mais le deuxième, en fait, à quel moment c'est un... Alors ça, c'est un peu particulier. C'est comme... dis-toi que c'est une sorte... Ça ressemble à une sorte de volume temporaire. C'est en gros, ce volume-là, il est un peu particulier parce que c'est vraiment un volume d'initialisation qui te permet en fait d'aller chercher en local quelque chose et de créer un pont entre ce que tu as en local pour ton script et ce que tu as sur ton MySQL, si tu préfères. C'est au moment où tu vas build ton compose, en fait. C'est au moment où tu vas build ton compose. La première fois, en général, tu fais ton truc avec ton tiré-build. Il va arriver et à ce moment-là, il va avoir besoin, normalement, d'initier ta DB. Ta DB, elle n'est jamais initiée sinon. C'est ça. Mais du coup, en gros, ce volume-là, il est un peu particulier. La plupart du temps, dans les autres volumes, tu n'auras pas à le faire. Ça, c'est vraiment si tu as un script. Parce que par exemple, si tu as des tables de migration, tu n'as en aucun cas besoin de le faire celui-là. C'est vraiment si tu as un script MySQL à exécuter. Un script SQL, pardon, à exécuter. Ça marche, merci. D'ailleurs, il y a un truc sur ce compose-là, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de contexte. Mais quand par exemple vous avez plusieurs services, par exemple un back, un front, des microservices, il est conseillé d'utiliser un contexte de chaque Dockerfile. Et du coup, ça se définit juste en dessous du nom du service. Ici.
Vous allez pouvoir en fait là définir un contexte et où est-ce qu'il va chercher le Dockerfile, dans quel dossier et surtout le nom du fichier. Parce que vous pouvez avoir plusieurs noms de fichiers. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt parce que là, j'ai qu'une application. D'accord. Mais du coup, j'ai qu'un seul Dockerfile. Par contre, si j'avais dans /app plusieurs Dockerfiles, parce qu'imaginons tout était dans le même dossier, il faudrait que je découpe ça avec des contextes. OK. Voilà, c'est à peu près tout. On va juste revenir rapidement sur le PPT. Voilà. Pour terminer, hop, Diaporama, notre présentateur. Let's go. Il m'affiche le mauvais encore, c'est pas grave. Hop, fenêtre. Et on avait dit. C'est l'onglet dans une nouvelle fenêtre, je crois. C'est ce qu'on avait fait, non? Ouais. Hop, du coup, ça c'est pour conclure sur les Docker Compose. Je vais vous mettre les corrections sur un GitHub, comme ça vous pourrez vous en servir si vous voulez, avec du coup le PDF. On va juste zapper ça un peu rapidement et on va passer juste, hop, les watchers. Alors là, je ne vais pas montrer le watcher. Le watcher, c'est très simple, mais ça marche très mal. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que watcher, ça marche très bien avec Node.js, parce que ça a été fait pour ça. Enfin, ça a été développé avec Node.js au départ. Ça ne marche pas super bien avec les Python. En soi, le watcher, ça marche très bien avec les langages qui compilent, plus qui interprètent. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, vous mettez simplement watch, l'action de synchronisation et l'action de rebuild. Il faut lui préciser comment il fait pour rebuild et qu'est-ce qu'il regarde. OK. Donc les commandes, on les a vues. Les bonnes pratiques, on est déjà passé dessus tout à l'heure. Docker et la CI/CD, c'est simplement pour vous montrer, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que fait la CI/CD, c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est pratique. Là, on a un exemple de GitLab. Alors, hop, je ne sais pas si on va pouvoir voir très bien. Voilà. Oui, super. Ici, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement en fait, préciser des stages, build, test and deploy. Le build, il va build mon image. Le test, il va la run pour voir si ça fonctionne. OK. Et là, on voit qu'en l'occurrence, je fais des make tests, ce qui veut dire, en fait, en gros, je prévois de faire des tests dessus. Allez, s'il te plaît. Voilà. Et tout en bas, on voit que je fais un deploy. Et là, en fait, je fais un Docker login, Docker push. Imaginez que vous êtes en situation d'entreprise, d'accord? Là, en gros, ça, c'est une CI/CD GitLab, okay, que vous pouvez enseigner. Typiquement, à chaque fois que vous allez push, il va essayer de build votre image, il va la run, lancer les tests qui vont avec, notamment des tests unitaires, okay, et après, il va deploy votre image, soit dans une registrie publique, soit dans une registrie privée. Ce qui compte, c'est surtout qu'une fois que votre image sera déployée, elle sera accessible à tous les autres membres de groupe. Okay, et notamment, si vous avez mis en place un Ansible ou autre, ça va vous permettre de rebuild l'entièreté de vos conteneurs sur la VM de votre déploiement. OK? On va voir que c'est très simple, peu importe ce qu'on utilise. Là, c'est du Jenkins. On voit que c'est exactement pareil. On a un stage build, test et deploy. Et à chaque fois, c'est la même chose. On a un docker image.push. Là, on a le sh make test qui est en gros le fait de lancer les tests unitaires. Et là, on a un docker build. C'est un peu différent parce que l'écriture, c'est l'écriture de Jenkins, mais ça reste le même principe. Et encore une fois, sur les GitHub Actions, on va avoir exactement la même chose. Donc simplement pour vous montrer qu'avec Docker, c'est extrêmement simple de faire de la CI/CD et c'est extrêmement performant. Parce que du coup, on n'a vraiment pas de prise de tête, pas de préinstallation, rien à faire à part le Docker build avec notre Dockerfile. OK? C'est bon pour tout le monde? D'ailleurs, là, je ne vous l'ai pas montré, on le verra la prochaine fois dans le prochain cours. Vous pouvez push une image, d'accord, et la référencer dans votre Docker Compose. Ce qui fait que à chaque fois que vous allez relancer le Docker Compose, si vous avez mis 2 points la test, eh ben, il va récupérer la dernière la test. Et donc en production, c'est très pratique parce que, imaginons que je déploie une nouvelle image, okay, je la mets en 2 points la test, okay, en version la test, en tag la test. Dans mon Docker Compose, il suffit que je le relance et il va aller en fait simplement récupérer ma dernière version. Et du coup, j'ai pratiquement aucune coupure de mon application. OK? C'est bon pour tout le monde? Ok, merci à tous. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.